Bonjour, merci d'être présent aujourd'hui. L'événement va commencer dans quelques minutes, excusez-nous pour le retard. Aujourd'hui, nous accueillons à la séance de mars des lundis numériques Séverine Gossard, directrice adjointe de l'association Marcel Duchamp à Paris et historienne de l'art, Sonia Descamps, responsable du pôle ingénierie documentaire à la bibliothèque Kandinsky du Centre Georges Pompidou à Paris, et Matthew Affron, conservateur de la collection d'art moderne Muriel et Philippe Berman au Philadelphia Museum of Art et directeur du projet archive Marcel Duchamp à Philadelphie, qui nous a fait l'honneur de se réveiller à l'aube pour pouvoir participer à cette présentation. Je vous rappelle que la présentation durera 45 minutes, à l'issue de laquelle nous pourrons répondre aux questions du public. Si vous le souhaitez, vous pouvez poser des questions sur l'outil questions et réponses qui se trouve dans la barre des tâches en bas de l'écran. Et je laisse tout de suite la parole à Séverine Gossard. Merci. Donc oui, je voulais d'abord te remercier, Michel, ainsi que toute l'équipe de l'IMHA de nous avoir invités aujourd'hui. Sonia, Mathieu et moi sommes très contents. Nous allons pouvoir donc vous parler du portail de recherche du champ qui a été lancé en fin janvier 2022. Alors pour le moment, il rassemble en ligne les archives et les œuvres de deux institutions muséales, donc le Philadelphia Museum of Art, que l'on appelle plus rapidement le PMA, ainsi que le Centre Pompidou, qui est le premier grand contributeur, ainsi que l'association Marcel Duchamp, donc une entité qui est peut-être un peu moins connue en dehors des spécialistes, qui représente la succession de la famille de l'artiste. Alors, quand on s'est réunis avec Sonia et Mathieu pour préparer la séance, j'ai fait l'introduction. Comment est-ce qu'on fait pour partager Alors, on va partager l'écran. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un peu étrange puisqu'on ne sait pas très bien qui nous écoute, on ne voit personne. On ne sait pas très bien quel est le public. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou si vous pensez qu'il faut aller plus loin. Donc, pour commencer, il nous a semblé important de situer le portail historiquement, car selon nous, la solidité et la cohésion de ce portail reposent sur son ancrage dans une histoire qui s'étend sur la longue durée, qui est à la fois institutionnelle et privée, française et américaine. C'est d'abord l'histoire d'une famille qui est restée unie autour de la préservation de son patrimoine. Donc, c'est quelque chose dont je vais vous parler. Mais donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on avait préparé avant d'apprendre que malheureusement Mathieu devra nous quitter vers 14 heures. Donc, le point 2, la deuxième partie du point 1 et le point 2 passeront en premier. Donc cette histoire, c'est à la fois l'histoire d'une famille, mais aussi une histoire dans laquelle le Philadelphia Museum of Art s'est impliqué auprès de Marcel Duchamp. Au-delà de cet aperçu historique, on a pensé que vous seriez intéressé par les coulisses du projet. Donc Mathieu, là encore, vous présentera les grandes étapes chronologiques, suivies d'un point sur la situation actuelle et les perspectives. Et dans un troisième temps, c'est Sonia qui vous parlera des grandes lignes techniques du portail proprement dit, la nature, la volumétrie et la répartition des contenus, les données aussi, les formats, le traitement archivistique et le tout avec une petite démonstration. Donc, je laisse la parole tout de suite à Mathieu. Bonjour Séverine, vous m'entendez tous? Oui, Oui, très bien. je vais partager mon écran. Excusez-moi.
Voilà, c'est bon. Vous voyez une diapo là? OK. Bonjour, oui, je suis Matthew Affron. Merci Séverine, merci Michel, Eliana, tout le monde. Je m'excuse, je vais parler en anglais pour présenter le portail du point de vue de Philadelphie. The main goal of this now 10-year project is to create, in collaboration with the Centre Georges Pompidou and the Association Marcel Duchamp, an online portal making materials and resources created by or related to Marcel Duchamp accessible through a single interface. I will speak about the PMA side, and the first question is, why Philadelphia? To explain this, I need to introduce Louise and Walter Arensberg, the man and the woman at the left and below on the slide here, taken at their Los Angeles home in 1936, with Marcel Duchamp on the right holding a pipe. The Arensbergs were two collectors who were converted to modern art at the time of the landmark 1913 exhibition that we know as the Armory Show, displayed in New York, Boston, and Chicago. This was the exhibition that presented 20th century modern art to a large audience in the United States for the first time. When Marcel Duchamp came from Paris to New York for the first time in 1915, 2 years later, he already had some notoriety for his painting Nude Descending a Staircase #2, Succès de Scandale, at the Armory Show. He immediately struck up a friendship with the Arensbergs, and they went on to become his primary patrons, just as Duchamp would serve as the Arensbergs' unofficial art advisor for more than 30 years. The Arensbergs' collection grew to encompass major works by Constantin Brancusi, Henri Matisse, Pablo Picasso, Georges Braque, Paul Klee, Piet Mondrian, and artists associated with the Dada group, and then Surrealism. On the left is a photograph by Charles Sheeler of one of the walls in the living room of the Arensbergs' apartment on West 67th Street in New York City around 1919. At this time, they hosted a continuous modernist salon there. And on the left, over the desk, you have a painting by Georges Braque called a collage by Braque called Musical Forms, 1918. Over the door, Sonata, 1911 by Duchamp. And on the right, Nude Descending a Staircase, #2 by Duchamp. The Arensbergs also purchased widely beyond modern art. They belonged to a generation of modern collectors who became interested in, for example, African art. And sitting on the floor next to the chair in the slide on the left is a sculpted female figure, perhaps from the present Republic of Congo. After moving to Los Angeles in 1921, they would accumulate a very important collection of pre-Columbian art. And the right-hand slide shows the living room of their home in Los Angeles in 1936, with, on the left side of the fireplace, a goddess figure from central Mexico. Opposite it, an Easter Island figure of a man. In between, a sculpture called Three Penguins by Brancusi, 1911. And above, the king and queen surrounded by swift nudes by Duchamp. In the second half of the 1930s, securing a permanent home for their treasures became an urgent concern for the Arensbergs. They negotiated with a dozen museums in North America. In December 1950, they agreed to give the entire collection, consisting of around 1,000 works of art, to Philadelphia. The museum celebrated the opening of the Arensberg collection with great fanfare in October 1954. On the left, you see Gallery 288. In the foreground, a basin from central Mexico. And all the way in the distance in the back, Henri Rousseau, The Merry Jesters of 1910. On the right, you see that today, the same gallery is where the Arensbergs' sculptures by Constantin Brancusi are displayed.
This is Gallery 282, a gallery anchored by the magnum opus of Marcel's early career, The Bride stripped bare by her bachelor's even, also known as The Large Glass. The Arensbergs were the first owners of that work, though it came to the museum as a bequest from Catherine S. Dreyer, Duchamp's longtime friend and co-founder in 1920 of the Société Anonyme, one of the first organizations for the promotion of modern art in New York, and I'll mention her again. You see on the left, in a staged photograph, Marcel Duchamp overseeing the installation of the Grand Verre with museum staff in 1954, and on the right, how the gallery looks more or less today. The Arensberg gift gave Philadelphia the largest assembly of works by Marcel Duchamp, around 200 works of art in the collection at present. But they also gave their extensive archives, correspondence, ephemera, clippings, writings, photographs, which show how the Arensbergs built and maintained one of the most important collections of modern and pre-Columbian art of their time. Other very significant archival collections were added later on. For example, the Alexina and Marcel Duchamp papers came to Philadelphia as a long-term loan from the Duchamp family in 1973 and was formally acquired in 1998 by Philadelphia thanks to Jacqueline Paul and Peter Matisse in memory of their mother, Alexina Duchamp. On the left, you have an item from the Arensberg archives, a telegram that Marcel Duchamp wrote to Walter Arensberg at the death of Louise. And on the right, an item from the Marcel Duchamp papers, a handwritten manuscript for an important talk by Duchamp called Le Processus Créatif. Other notable archival collections include at the PMA, curatorial research materials compiled by the museum staff and eventually transferred to the archives, now known as the Marcel Duchamp Research Collection, the Marcel Duchamp Exhibition Records, and the Étant Donné curatorial records, as well as selections from the records of the museum directors who were at the museum up to the time of the death of Duchamp, as well as the Julian Levy papers, a collection of items related to the New York dealer of surrealism in the 1930s and 1940s, acquired in 2008. Let me give you a very short timeline of the project from the PMA slide. This slide gives some numbers. It also shows that the Duchamp Research Portal is not only an aggregation of source materials, but a coming together of people, technology, and workflows over around 10 years. The project was first proposed in 2012 based on an idea from our former director, Timothy Rubb. The idea was to carry forward the museum's connection to Marcel Duchamp, his works, and his legacy in the digital realm. Early discussions with Alfred Pachmont, then director of the Musée National, and Cécile Debray, then the curator there, and Didier Schulman, then at the Bibliothèque Kandinsky, and with the Association Marcel Duchamp began. In 2014, the Philadelphia received a humanities collections planning grant from the National Endowment of the Humanities, a federal agency of the United States that supports research, education, preservation, and public programs in the humanities. The objective was to investigate how the portal could be implemented. Between 2014 and 2017, we established an advisory board composed of staff from the three partner institutions, as well as project consultants and experts. We distributed a user survey to more than 300 scholars and researchers, which helped to identify the highest priority needs. The question was, what can the portal provide that is new, that is not already covered? The answer came back: a centralized repository for primary and secondary source materials would help connect things differently and generate fresh questions and perspectives on Duchamp. Also between 2014 and 2015, a team from Philadelphia traveled to Paris for meetings and to conduct surveys of archival materials. For example, the original notes for the Boîte Verte of Duchamp and the Duchamp family papers or Brancusi papers. And the Centre Pompidou developed a team to work on the project. And digitization was carried out at the Association. In 2017, the National Endowment for the Humanities awarded Philadelphia a second 3-year grant to implement the portal. By this time, Cécile Debray had departed, and Anna Hiddleston and then Aurélie Verdier came into the project
on the curial side at the Centre Pompidou. Also in 2017, we selected the development firm Design for Context and a digitization vendor called Backstage Library Works. We created a data schema based on link.art. We worked with partners to create metadata guidelines. We built the portal website and digitized collections. 2018, we set technical specifications for the portal and began item-level metadata creation. This was conducted by my former colleague, Margaret Huang, and concluded digitization at the PMA. By the end of 2018, we had a beta site. 2019 was dedicated to finishing metadata creation, gathering feedback, or refining the beta site, and bilingual capabilities were added. The beginning of 2020 was dedicated to incorporating the remainder of the 3 partners' images and metadata and search testing and rights negotiations and the conclusion of digitization and cataloging. We were preparing to launch when the COVID-19 pandemic arrived. The hiatus gave us time to continue to refine the website into what you see today, and the portal was made public in January 2022. In this slide, we're looking at 3 items from the 3 partners. On the left, you've got a photograph of a 12 or 13-year-old Marcel Duchamp on his bicycle in front of the church in his hometown of Blainville-Crevon. This is an item from the Association. In the middle, from the Centre Pompidou archives, the Bibliothèque Kandinsky, a portrait by Gisèle Freund of Duchamp from 1945. And on the right, Duchamp's passport from 1954 in the archive in Philadelphia. The mantra for this project has been accessibility. It was clear that a demand for a digital archive existed. For example, at Philadelphia in the decade of the 2010s, we received more than 1,500 research inquiries for Duchamp-related archival holdings. Today, the portal provides free access to images of nearly 800 artworks and more than 17,000 archival objects. It facilitates research by means of linked data, as well as searching across collections, formats, subject, and keywords. There is zoom capability in the images. You can download object-level data from the site, and all the metadata is accessible on our GitHub repository. Portal analytics reveal that as of April 2023, more than 35,000 users from 158 different countries have visited the site. I'm going to conclude and leave you with one more thought, and thank you very much. This slide shows Marcel Duchamp and Alexina Duchamp at a party at a gallery in New York in 1965. In terms of prospects for the future, we can say that the portal will be a work in progress for a long time because we have plans to add more partners and collections. Currently, we are in discussions with Yale University as a potential new partner. They have significant archival resources connected to the Société Anonyme and Catherine Dreyer, the collector who I mentioned before. Thank you very much. Merci beaucoup. And I will stop sharing now. L'une de vous deux, sauf si quelqu'un dans cette audience que nous ne voyons pas avait une question pour Matthew, c'est le moment. Et je regarde. Eh bien, nous répondrons du mieux que nous pourrons en fin de présentation. Merci encore, Mathieu. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, Mathieu. Au revoir. Alors, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, la chose sur laquelle je voulais insister, c'est très simple en fait. C'est simplement vous expliquer que l'idée du portail, évidemment, n'est pas un logiciel. Ça n'a pas été non plus une simple réponse à l'essor du numérique. Parce qu'aussi virtuel soit-il, ce portail repose
sur des collections qui sont bien matérielles, que la famille Duchamp a préservées depuis au moins la fin du 19e siècle. Pour le dire plus simplement, sans archives, pas de portail, et sans préservation, pas d'archives. Dans la famille Duchamp, donc vous voyez ici à l'écran l'arbre généalogique, la conscience de la patrimonialité, donc j'entends par là la conscience de partager un patrimoine commun et surtout la pratique conséquente de conservation sont apparues très tôt pour diverses raisons que j'ai essayé de dégager au nombre de 3. La première est d'ordre, je pense, idéologique et social, puisque les enfants Duchamp ont été élevés en Normandie dans un milieu de notables bourgeois, cultivés et homogènes, dans lequel la protection de la propriété privée et sa transmission étaient des valeurs importantes. Alors, quand je dis, je vais faire d'abord les présentations pour ceux qui ne connaissent pas, quand je dis les enfants Duchamp, je désigne donc les personnes qui sont en vert dans l'arbre généalogique, c'est-à-dire tout à fait à gauche Gaston, qui choisira le pseudonyme de Jacques Villon pour mener une carrière de peintre et de graveur, puis Raymond, qui prendra quant à lui le pseudonyme de Duchamp-Villon en tant que sculpteur, Marcel Duchamp au centre qu'on ne présente plus, Suzanne Duchamp qui deviendra peintre, et les 2 dernières filles, Yvonne et Madeleine, qui sont finalement les seules à ne pas avoir opté pour la pratique de l'art. Alors leur père Eugène, qui est surligné en rose juste au-dessus, fit carrière dans l'administration et la politique, depuis son emploi aux impôts de Fontainebleau jusqu'à l'achat en 1983 d'une charge de notaire à Blainville-Crevon, une toute petite commune normande qui l'élira maire de 1895 à 1905. Donc on peut s'imaginer le quotidien des enfants. Quand le prêtre accueillait les fidèles dans l'église qui était située juste devant la maison, sur la photo, vous pouvez voir la maison des Duchamp juste derrière l'église. Donc, quand le prêtre accueillait les fidèles dans l'église, Eugène confessait les citoyens dans son office qui était situé au rez-de-chaussée de la maison. En tant que notaire, il assurait, comme le font aujourd'hui encore les notaires, la sécurité légale et économique des transactions patrimoniales, achat, vente, emprunt, succession, toutes sortes de transactions, ce qui impliquait donc des pratiques d'archivage telles que l'enregistrement, le recueil, le classement, puis le dépôt des documents aux archives municipales. Je reviens sur mon arbre généalogique, puisque le second élément qui fut fondateur de cette conscience patrimoniale chez les Duchamp provient de l'héritage artistique important reçu du côté maternel. Le père de Lucie Duchamp, Émile Nicole, était un graveur reconnu en Normandie. Il enseigna la gravure à Jacques Villon, qui conserva les plaques de cuivre de son grand-père, plaques de cuivre à partir desquelles Marcel Duchamp apprit lui aussi un peu plus tard les techniques de la gravure. Émile Nicole participait aussi à de nombreuses expositions, Société des Amis des Arts de la région, Salon municipal des Beaux-Arts, Salon des artistes français, jusqu'à l'exposition universelle de 1878. Donc une trajectoire sociale finalement très réussie et dont la famille souhaita garder trace. Vous pouvez voir à l'écran la carte d'exposant de Nicole, précieusement conservée à gauche par Jacques Villon. C'est en fait le plus ancien document d'ordre artistique, je ne compte pas les albums photos, qui a été déposé sur le portail de recherche. À droite, un autre tirage de la même photo, sans la carte, soigneusement datée et décrite par Lucie Duchamp, qui l'a transmise ensuite à sa fille Suzanne. Donc, en somme, la préservation de ces objets était doublement motivée. Non seulement garder la trace du succès tout à fait respectable du père de famille, mais il s'agissait aussi, avec les dessins, les gravures et les plaques, de transmettre un savoir-faire. On notera au passage qu'Eugène Duchamp fut à l'origine du premier don de la famille Duchamp au musée, à un musée,
Dès 1908, ce sont 2 tableaux et 20 dessins d'Émile Nicole qui entrèrent dans les collections publiques françaises, en l'occurrence au Musée des Beaux-Arts de Rouen, et l'on espère que le musée sera d'ailleurs l'un de nos prochains contributeurs. En 1918, la mort de Raymond du Champvillon, à 42 ans des suites de blessures de guerre, suivie du décès des parents en 1925, furent des événements douloureux. Et l'expérience du deuil fut, je pense, le 3e facteur qui va renforcer la disposition des Duchamp à préserver leur patrimoine. Parce que les archives véhiculent, bien sûr, c'est évident aujourd'hui pour les chercheurs, des informations qui sont employées comme des preuves de faits passés, mais du point de vue des producteurs, il faut bien se rendre compte que ces mêmes archives étaient tout autre chose. Elles étaient des preuves de vie, des objets, par conséquent investis par les affects. Et ce rôle essentiel de l'affect dans la production d'une archive, on peut le percevoir dans les albums familiaux de photographie qui ont été constitués par Suzanne Duchamp. Ces recueils étaient bien organisés de manière chronologique, annotés d'inscriptions qui nous ont d'ailleurs beaucoup aidé à identifier les personnes. Ces albums, à partir des... ces photos n'étaient partagées qu'avec des regardeurs dont Suzanne était assurée de la bienveillance. Elle n'était pas destinée à être présentée au public. À partir des années 20, Suzanne fabriqua 4 albums avec beaucoup de soin, un pour chaque membre de la famille, enfin chacun des frères et sœurs. D'où le fait que l'on retrouve des photos en plusieurs exemplaires sur le portail. Ces albums participaient donc de son travail de deuil et signifiaient une expérience de vie affective et commune. Que chacun des membres de la famille possède par devers soi un album identique, validait un lien fraternel unique et prolonger les relations entre les vivants et les morts, qui ne sont bien sûr jamais tout à fait morts, tant que le souvenir est maintenu. L'archive n'est donc pas un document inerte, elle peut être agissante, elle est en tous les cas en mouvement, produite par les vivants, qui en attendent quelque chose à un moment donné de leur vie, et qui en attendent encore autre chose à un autre moment. Quant à Marcel Duchamp, on le présente aujourd'hui comme un iconoclaste invétéré, un froid amateur de la table rase. Le portail vient très nettement nuancer ce portrait quelque peu caricatural. Je citerai Janine Varnaud, une critique, qui disait très justement « Duchamp prêcha toute sa vie l'anti-art, mais il avait une telle affection pour ses frères que lorsqu'il disait « les œuvres d'art ne doivent pas être faites pour durer », il ajoutait « sauf pour Jacques Villon et Raymond du Champvillon ». Avec Jacques, Duchamp se chargea en effet de promouvoir l'œuvre de Raymond et en devint même le meilleur ambassadeur. Avec la Galerie Carré, il dirigea notamment l'agrandissement du Cheval, qu'il intitula lui-même Le Cheval Majeur, et il dirigea également son édition en bronze à partir de 1966. Dès les années 40, il montait aussi une série d'expositions familiales qui peuvent être considérées comme le pendant de l'archivage de Suzanne. Quand celle-ci rassemblait des photos de famille dans des albums, Duchamp rassemblait des œuvres dans des salles d'exposition. Donc à Yale en 1945, à la Galerie Grossfried à New York, dont vous voyez le catalogue d'exposition à l'écran, en 1952, mais aussi encore au Guggenheim en 1957 et encore à Rouen en 1967, où fut inaugurée une plaque en hommage à chacun des artistes de la fratrie. Ces événements réaffirmaient le lien fraternel et renforçaient la valeur des archives et leur dimension familiale. Alors, quand nous avons élaboré le portail, la présence des ayants droit de la famille Duchamp nous a bien rappelé cette valeur affective dont les œuvres et les archives étaient encore investies, sont encore investies. Le portail est en effet parcouru par ces affects qui se transmettent, se perpétuent, mais aussi fluctuent de génération en génération. Aussi, la réussite du projet, je pense, a reposé sur la pleine reconnaissance de ces affects, sur la compréhension, sur le respect aussi de cette relation subjective, si subjective, entre les producteurs des archives, leurs ayants droit d'une part, et les collections de l'autre part.
Je reviens de nouveau sur cet arbre qui est mon fil rouge. Vous y verrez donc, après Raymond en 1918, ce sont Jacques et Suzanne qui disparaissent la même année en 1963. Donc Marcel est le seul artiste survivant jusqu'en 1968. Yvonne et Madeleine décéderont en 1969 et 1979. Donc vous voyez que, aussi singulier que cela puisse paraître, aucun d'entre eux n'eut d'enfant, du moins légitime. On sait que Marcel eut une fille suite à une liaison avec un modèle en 1911, mais il n'en fut pas informé au moins avant les années 30 et ne fit sa connaissance que dans les années 60. Ironie de l'histoire, elle était peintre et connue sous le nom de Yosabi. Vous la voyez à l'écran accompagnée de son mari avec Marcel et Timmy. Dans cette situation, c'est-à-dire donc sans enfant reconnu légalement, c'est donc la femme qui partageait la vie et l'œuvre de Duchamp depuis 1954 que Marcel désigna comme sa légataire universelle. À 63 ans, Alexina Sapir-Duchamp, que l'on appelait Tini, vous l'avez compris, devenait dépositaire des archives de l'œuvre et du nom de Marcel Duchamp. Elle était la nouvelle gardienne de la mémoire familiale. À Villiers-sous-Grès, près de Fontainebleau, elle s'est efforcée durant 30 ans de rendre accessibles les œuvres et les archives des Duchamp tout en les protégeant des dérives commerciales. Alors, dans les faits, l'équilibre ne fut pas toujours facile à trouver, mais la direction était donnée, et c'est toujours celle de l'association aujourd'hui, élargir l'accès aux archives et les protéger autant que possible du marché. Tini réalisa les premiers inventaires. Elle commença à classer les photos, les papiers, à les identifier, mais elle ne se contenta pas seulement de gérer ses archives, elle en produisit aussi. Du vivant de Duchamp, et puis ensuite, elle compila des albums ou des scrapbooks qui rassemblent toutes sortes de documents imprimés concernant les expositions, les événements, les publications relatives à Duchamp. Alors, bien sûr, Tini n'était pas seule. Pierre Julien, l'héritier d'Yvonne et de Madeleine, fut un allié précieux. Ensemble, en 1978, ils offrirent au tout nouveau Centre Pompidou et au Musée de Philadelphie 2 séries de sculptures dont faisait partie la tête du professeur Gosset ici à l'écran. Et en 1984 et 87, c'est un fonds important d'archives et de dessins de Jacques Villon et encore de Raymond qui fut donné à la bibliothèque Kandinsky. Mais Tini travaillait peut-être plus étroitement encore avec 2 de ses enfants, avec Paul et Jacqueline Matisse, issus de son premier mariage avec le galeriste Pierre Matisse, et eux aussi devenus artistes. Jackie, comme on l'appelait, et Paul avaient bien connu Duchamp. Paul Matisse se chargea de mettre en ordre les paquets de notes manuscrites que Tini avait retrouvés. Et ces notes manuscrites font maintenant partie des collections du cabinet d'art graphique et le Centre Pompidou les a publiées en 1980. Jackie, pour sa part, bénéficiait d'une grande familiarité avec le monde de l'art. Sur cette photo prise par Pierre Matisse, probablement, à New York en 1945, donc du temps où il était encore l'époux de Tini, on voit Jackie âgée de 14 ans, entourée des couples bretons, Césaire, Calas, Mata, mais aussi, on voit aussi Yves Tanguy, Esteban Frances et donc Marcel Duchamp. À partir de l'été 1960, Jackie mit aussi sa dextérité au service de Duchamp qui recherchait quelqu'un pour assembler ses boîtes en valise. Elle en monta 182 pour être exact, soit plus de la moitié en 10 ans, quand Duchamp lui-même mit plus de 20 ans à en assembler approximativement entre 115 et 130. Donc Duchamp disait lui-même qu'il travaillait à dose homéopathique. Je pense que ce n'est pas une posture, on peut le croire. Sans Jackie, l'édition n'aurait probablement jamais été complétée. Du vivant de Duchamp, Jackie a donc participé, comme sa mère, à la production de l'œuvre de Duchamp, qui plus est, ici avec la boîte en valise, à une œuvre qui peut être considérée comme archivistique de toute l'œuvre visuelle. Elle reproduit toute l'œuvre visuelle de Duchamp. Celui-ci disait d'ailleurs, tout ce que j'ai fait d'important pourrait tenir dans une petite valise.
En 1995, suite au décès de Tiny, c'est donc à Jackie qu'il revint de veiller sur l'héritage, ce qu'elle fit avec autant de libéralité que sa mère. Peu à peu, le travail de la mémoire laissait place à l'histoire, l'intérêt et les recherches sur les Duchamp se développaient, une communauté dite duchampienne se formait, et Tiny puis Jackie, toujours très sollicités, ouvraient leur table aux artistes, aux conservateurs, aux chercheurs ou aux amateurs. Elle répondait aux questions, plutôt en privé, donnait rarement d'interviews, dissipait les malentendus. Certains, donc là je passe vite, vous voyez quelques-uns de ces chercheurs et amateurs à l'écran. Certains de leurs invités devinrent aussi des amis. Donc, je pense à Eckebonk, qui a classé le fond d'atelier des boîtes en valise. À partir de 1997, 2 ans après le décès de sa mère, Jackie choisit enfin de structurer ce qui n'était jusqu'ici qu'un groupe de travail plus ou moins informel et créa l'association Marcel Duchamp. C'est à partir de ce moment que le travail autour des archives fut pris en charge par une entité légale et que les droits patrimoniaux qu'elle avait cédés à l'association furent gérés par la DAGP. L'intention de Jackie était double. Il s'agissait de distinguer l'œuvre des Duchamp de son autre branche familiale, les Matisse, mais de tenir aussi les archives Duchamp à l'écart du marché, car la mémoire familiale ne pouvait être source de rémunération personnelle. Ce caractère non lucratif et non commercial est resté un impératif très ferme et c'est aujourd'hui un principe directeur du portail. Alors là, le temps passant, je suis obligée d'aller un petit peu plus vite, mais nous pourrons y revenir ensuite. Avec le temps, donc, le poids du marché s'est évidemment accru, mais la bibliographie duchampienne aussi, et avec son lot inévitable de polémiques. Et pour contourner tout possible conflit, nous avons donc pris le parti sur le portail de ne présenter que des archives brutes, sans commentaire. Le portail ne devait pas être un forum. Nous avons aussi choisi de limiter le contenu à l'année 1969, c'est-à-dire la date à laquelle la dernière œuvre de Duchamp, l'installation étant donnée, fut dévoilée à Philadelphie. Nous avons toutefois fait 2 exceptions pour rendre hommage à nos institutions fondatrices et nous avons implémenté sur le portail le dossier d'exposition de 1973 de la rétrospective au Philadelphia Museum of Art par Anne Darmoncourt, ainsi que la rétrospective de 1977 au Centre Pompidou, dirigée par Jean Clair. Ces limitations ont été tout à fait bénéfiques puisqu'elles nous ont permis de cibler les lots d'archives à numériser plutôt que de numériser en masse et cela nous a permis globalement de produire un travail qui fut plus qualitatif. Le portail sera alimenté de manière progressive, lentement s'il le faut, ce qui permettra de le maintenir en mouvement, en vie, pour reprendre le vocabulaire employé actuellement dans l'actualité, en mouvement, en vie, sans pour autant en faire un monument. Pour terminer, j'ajouterai donc que cette fermentation des idées ne peut bien entendu se réaliser que dans un milieu favorable aux échanges. Donc là, je vous renvoie à la page About ou à propos sur le portail, page sur laquelle vous pourrez voir l'importance du travail collectif qui a été coordonné successivement par les 2 archivistes du Philadelphia Museum of Art, à savoir Suzanne Anderson puis Margaret Wang, ainsi que Aurélien Bernard au Centre Pompidou et bien sûr Sonia à mes côtés. Vous y verrez que les équipes ont été multidisciplinaires, archivistes, bibliothécaires, conservateurs, attachés de conservation, administrateurs, avocats, juristes, gestionnaires de droits d'auteur et enfin du personnel technique pour la conception de l'interface. Donc c'était beaucoup d'énergie mobilisée et pour économiser la mienne, je passe
la parole enfin à Sonia. Alors, je vais moi maintenant vous parler de la partie un petit peu plus technique, de la conception du portail et de son fonctionnement. Voilà, je vais partager mon écran et agrandir mon PDF. Voilà, donc, avant tout, en petit préambule, voilà, je vais dire que je vais donc, vous présenter dans les grandes lignes. Je vais essayer de parler à la fois de l'expérience que j'ai eue en tant que partenaire, donc contributeur, c'était le Centre Pompidou. Donc ça, je peux le décrire. Par contre, je n'ai pas été chef de projet sur ce portail. Donc c'était vraiment un projet porté par le PNA, par Margaret Wang, qui est la chef de projet qui nous a énormément accompagnés pendant ces années. Donc j'essaie de reprendre des éléments qu'elle nous a laissés, qu'elle a très bien documentés. Donc, sur certaines questions peut-être très techniques, je ne pourrai pas répondre, mais vous pouvez quand même toujours poser vos questions. Et de toute façon, on vous renverra une documentation qui est quand même très riche et très complète qui a été laissée par le PNU. Donc, en ce qui concerne les contenus qu'on trouve sur ce portail, donc je ne reviens pas sur l'historique de construction du projet parce qu'il a été déjà bien montré par Mathieu Affron. Je vais commencer là où s'est arrêtée Séverine, juste pour dire ce qu'on trouve sur le portail. Donc, il y a déjà un périmètre temporel qui a été défini. Donc là, effectivement, on s'arrête à 1969, sauf exception faite pour effectivement les archives relatives aux grandes expositions rétrospectives de 1973 à Philadelphie et 77 à Paris. Donc, on a déjà des bornes temporelles qui ont servi pour la sélection des documents. En termes de périmètre sur les archives, il est évident qu'on allait prendre les archives qui étaient relatives à Marcel Duchamp. Alors, c'était très simple quand on prenait les archives de l'association Marcel Duchamp. Ça a demandé quand même de resserrer un petit peu le périmètre quand on était dans les archives du PNA. Et des questions se sont posées aussi dans les archives du Centre Pompidou. Donc, il a été décidé que ce serait que Marcel Duchamp est auteur, sujet, dessinateur ou collaborateur, certes, mais qu'on ouvrait aussi aux archives de ses frères et sœurs. Donc, Fauvanne Duchamp est intégralement partie du portail, et ainsi aussi pour les archives institutionnelles du Centre Pompidou. En ce qui concernait les œuvres, c'était beaucoup plus simple, c'était forcément Marcel Duchamp, auteur, artiste, ou Marcel Duchamp, représenté. Et alors, le parti pris, dès le début, a été de restituer la présentation de ces documents d'archives en respectant leur provenance, l'intégrité des fonds et en restituant bien le classement de ces archives. Donc ça, je vous montrerai aussi en termes d'affichage et en termes de structuration des données, c'est quelque chose qui a été respecté, puisque ce portail est avant tout parti de l'idée de faire un portail d'archives, un portail de recherche sur les sources primaires, dans lesquelles ensuite les œuvres sont venues se glisser. Et donc, c'était vraiment un parti pris partagé depuis le début. Oui, et l'autre parti pris, ça a été de refléter la répartition de tous ces items qui sont donc répartis dans les 3 institutions partenaires fondatrices du portail en 2 sections qui ont été nommées dans le portail documents et collections muséales, qu'on peut aussi appeler archives et œuvres. Il y a eu beaucoup de réflexions sur la sémantique de ces 2 grandes catégories qui sont très structurantes. Appeler documents et pas seulement archives, puisque dedans, on a aussi des documents de presse, on a aussi des documents imprimés. Il y a aussi une ouverture possible sur plus de références bibliographiques, sans vouloir refaire une bibliothèque sur Duchamp. Et pourquoi collection muséale et pas seulement archives, non, et pas seulement œuvres? C'est parce que, vous verrez après, il y a des items qui sont conservés de fait dans les collections, dans les secteurs de collection des musées, donc considérés comme des œuvres, qui pourraient s'apparenter à des archives. Donc, sur ces 2 grandes catégories sections, archives, documents, œuvres, collection muséale, on a cette répartition
Alors, désolée, j'ai la barre de Zoom qui vient gâcher un peu voilà, donc suspense, qui a autant d'archives, qui dépasse complètement. Je vais essayer de les placer quand même, si j'y arrive. Donc, vous le voyez dans le tableau, sinon, c'est vraiment dommage. Bon, sur les 29 943 items actuellement présents sur le portail, on voit donc une écrasante majorité des items provenant du PMA, donc ce qui n'est pas étonnant puisqu'ils ont vraiment une volumétrie très importante en termes d'archives, et puis c'était aussi les porteurs du projet. Et parmi la prédominance de leurs items, on voit donc une écrasante présence des archives. Donc il faut aussi savoir qu'ils ont énormément numérisé et décrit tout ce qui est dossier de conservation comprenant énormément de coupures de presse. Ensuite, pour le centre Pompidou, on voit presque une moitié d'œuvres pour une moitié d'archives, 617 œuvres, donc items de la section collection muséale, pour 1011 items d'archives qui sont répartis dans différents fonds que je vais vous montrer ensuite. Et pour l'association Marcel Duchamp, c'est tout à fait raccord avec ce que nous a dit la Séverine, on est uniquement sur de l'archive. Alors maintenant, si je fais un focus plus sur les contenus du Centre Pompidou, donc si on est sur la catégorie œuvres, alors ce qui est intéressant de constater, c'est que il y a des items dont Marcel Duchamp n'est pas l'unique auteur de ces œuvres. Il est très majoritairement, mais vous remarquerez que Man Ray est assez représenté, puisque Marcel Duchamp est extrêmement représenté dans des photographies du fonds Man Ray qui ont été versées sur le portail. Donc, ce n'est pas tout le fonds Man Ray qui a été versé sur le portail Duchamp, mais uniquement, comme je vous l'ai expliqué, là où Marcel Duchamp était représenté. On voit également que Marcel Duchamp a été aussi photographié par Constantin Brancusi, que Marcel Duchamp a pu être représenté par Jacques Villon et par d'autres. Si on s'intéresse maintenant à la répartition de ces items collection muséale, œuvres, dans les secteurs de collection du Musée national d'art moderne, on voit qu'il y a une énorme prédominance d'items qui sont localisés au cabinet d'art graphique. Ce sont les notes de Marcel Duchamp, dont Séverine a parlé. Juste derrière, on a des photographies au cabinet de la photo. Donc, les notes sont effectivement conservées au cabinet d'art graphique en tant que matériau graphique, en tant qu'œuvre, mais évidemment, cela met en évidence l'ambiguïté du statut œuvre-archive de ces notes et plus généralement de l'interrogation du statut de l'œuvre par Marcel Duchamp. Quant aux photos, Marcel Duchamp photographié par Brancusi, conservées certes de fait au cabinet de la photo, ce ne sont rien d'autre que des archives photographiques. Si on fait un focus maintenant sur les archives qui ont été versées par le Centre Pompidou, donc c'est ces 1011 items, en fait, elles sont réparties en 14 fonds, dont vous voyez que l'écrasante majorité se situe dans le fonds Famille Duchamp, que je vous présenterai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et le reste, donc par ordre décroissant, je vous ai listé les 14 fonds qui composaient les différents versements sur ce portail. Donc, on a quand même beaucoup d'occurrences dans le fonds Brancusi. Ensuite, dans le fonds Man Ray, donc c'est le fonds d'archives écrites qui est conservé à la bibliothèque Raninski, on a la correspondance du champ Man Ray. Et puis ensuite, de manière décroissante, on va avoir de manière plus partielle des occurrences de Marcel Duchamp dans différents fonds ou collections. Donc, je suis encore désolée, il y a cette barre qui... Ah d'accord, très bien, elle ne vous gêne pas. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que de manière décroissante, par exemple, sur la collection Buffet-Picabia, on est sur une lettre de Marcel Duchamp, Gabriel Buffet-Picabia. Dans le fonds Victor Brunner, on a un dossier de correspondance. Dans le fonds Delaunay, on est vraiment sur une lettre échangée avec Sonia Delaunay. Dans le fonds Cahiers d'Art, on a une photographie, on voit Marcel Duchamp
Catherine Bayer et Leslie Kandinsky. Et enfin, dans notre grand fonds de reportage des expositions du Centre Pompidou, évidemment, on a des vues d'exposition de l'Expo 1977. Donc maintenant, je vais vous parler un peu du modèle de données, ou du moins ce que j'en sais, ce que je suis capable de vous restituer. Alors, c'est un modèle de données qui a été développé par la société Design for Context, qui est le prestataire qui a accompagné le musée de Philadelphie tout au long du projet. C'est un modèle de données qui a été basé sur le modèle linked.art, que Mathieu a évoqué aussi tout à l'heure. Donc, c'est un modèle de données ouvert. Ce modèle linked.art qui est toujours d'ailleurs en évolution, qui est d'abord pensé pour le partage de données autour des données culturelles, mais très muséales, données sur les œuvres d'art. Et ce qu'a fait Design for Context, c'est d'étendre ce modèle aux archives et aux bibliothèques spécialisées en art. Et donc, l'intérêt, c'est de faire un modèle qui soit commun pour les 3 contributeurs et pour les 2 catégories, œuvres et archives. Donc, ils ont défini un nombre de champs qui sont d'abord relatifs aux œuvres d'art. Donc, je vous les ai remis par pavé. Donc, il y en a 18. Vous avez des informations principales qui apparaissent dans la tombstone. Donc, la traduction, c'est pierre tombale. Je n'ai pas trouvé mieux. Je pense que c'est le cartouche qui vraiment sert les informations, les descriptions les plus importantes qui peuvent identifier l'œuvre comme une espèce de carte d'identité. Ensuite, toutes les informations qui sont à propos de l'œuvre, celles qui ensuite décrivent l'objet physique. Ensuite, il y a quand même pas mal de champs, au moins 5 pour les identifiants. Donc ça, c'est très important quand on fait du link data. Et puis, il y a un champ ressources qui ne contient que des informations relatives à des images fixes pour l'instant. Et ce qu'a fait Design for Context, c'est de rajouter, donc d'étendre ce modèle en rajoutant des champs complémentaires qui sont vraiment propres aux archives. Je l'ai mis dans le pavé plus là. Ce modèle de données et toute la documentation qui est relative à ce modèle de données est disponible à l'URL que je vous ai mis en bas de diapo, grpmuseumboss.org. Donc, c'est tout en anglais, mais vraiment, c'est une mine d'informations pour les développeurs, pour les archivistes, pour les professionnels, pour les chercheurs, où vraiment tout est très détaillé, très pédagogique, très bien expliqué. Qu'est-ce que je peux dire en plus sur ce modèle ouvert? Oui, il a vocation à évoluer, à être en permanence documenté, mais aussi à être réutilisé par d'autres institutions qui voudraient s'en inspirer pour mettre en place d'autres portails. Alors, les sources de données qui ont alimenté ce portail, donc ça, je l'ai pris exactement sur le site dont je viens de vous parler. Donc, elles proviennent donc de ces 3 contributeurs. Le PMA a versé ces données d'archives en passant par leur logiciel métier dans lequel ils décrivent leur fonds d'archives, en faisant des exports en format EAD. Ils ont utilisé l'EAD3, donc des versements XML EAD3. En ce qui concerne les œuvres, les données ont été récupérées depuis l'API de leur système de gestion des œuvres qui est The Museum System, donc avec un export en JSON. En ce qui concerne le Centre Pompidou, les données d'archives ont été fournies donc, par des exports en XML EAD, mais nous, on utilisait l'EAD 2002, la version d'avant. Donc, on leur a fourni tel quel, et Design for Context a fait les conversions en EAD3. Et puis, pour les œuvres, c'est passé par des requêtes de l'API de Navigart, qui est l'interface de consultation, l'interface web de consultation de la collection, donc avec un format JSON. Il me semble qu'il y a eu aussi des exports, tout simplement des exports Excel depuis la base de Megécole. Et en ce qui concerne l'association Marcel Duchamp, le travail de description s'est fait sous Excel, qui a été réimporté dans l'outil de gestion des archives du PMA, To Archivespace, et donc finalement réexporté en format EAD3. Donc, ce qui était très confortable pour les métadonnées archivistiques, c'est qu'on a finalement travaillé dans un format commun qui était l'EAD. Donc, on a eu assez peu de problèmes à se parler et avec le mapping de données pour les archives, parce qu'on parlait déjà ce langage commun.
Pour les œuvres, je pense qu'il n'y a pas eu de difficulté majeure, j'ai moins suivi ce sujet-là, mais ils se sont donc appuyés sur le modèle de données LeapFrog qui était déjà existant, donc il suffit de trouver un mapping qui pouvait permettre de rentrer en fait les informations dans ces champs communs. Le principe, ça a été de travailler sur des copies conformes. Donc, on a fourni ces copies. On a fourni des instruments de recherche donc pour les archives qui étaient intégraux. On n'a pas fait de césure, on a tout donné, mais on a dû cibler. C'était le cas des archives de la bibliothèque en ISCI. On a dû parfois cibler sur des composants, certaines notices en fait, d'instruments de recherche qui étaient concernés par le portail et d'autres pas du tout. Donc, exemple du fonds cahier d'art, il y avait une notice dans le fonds cahier d'art qui intéressait le portail du champ et pas du tout le reste. Ce qui a été aussi privilégié, c'est le niveau de description pièce ou groupe de pièces, de manière assez évidente pour permettre des recherches très fines, une indexation très fine, pour pouvoir coller aussi au niveau pièce qui est forcément le niveau de description d'une œuvre. Et je n'arrive pas à lire ce qui est en dessous de mon écran, je vais voir là. L'indexation, du coup, a été faite de manière très fine aussi. On a indexé toutes les personnes, les lieux, les dates, les types de documents, donc toujours au niveau pièce. Et en termes de choix de numérisation, il a été décidé de faire des numérisations exhaustives, quasi exhaustives, et de numériser les versos quand cela était pertinent. Là, je vous avais mis un exemple de tableau de bord. En fait, ça, c'était l'outil qu'on partageait avec le PMA pour suivre en fait l'avancement de la production de ces données. Donc là, c'est du point de vue du Centre Pompidou, toujours, c'est ce que j'ai suivi le plus, pour savoir déjà quels fonds étaient ciblés, quel niveau de description était envisagé. Donc, vous voyez, c'était souvent item, donc c'est la pièce, le dossier, le groupe de pièces, pour savoir où en était l'avancement de la numérisation. Et pour éventuellement cibler certains composants, vous voyez sur la première ligne, dans l'instrument de recherche. Et aussi pour s'informer des dernières mises à jour qu'on avait faites. Il y a quand même tout un... Ça a pris quand même plusieurs années, cette collection de métadonnées, donc pour suivre l'avancement des travaux, tout simplement. Alors, dans les données sur le portail, il y avait évidemment la question du bilinguisme, que c'est aussi c'est vraiment l'ADN de ce portail d'être un pont entre les États-Unis et la France, bien sûr, mais d'avoir une consultation qui soit internationale. Donc, il a été décidé qu'il serait traduit en 2 langues, français et anglais. Donc, ce qui a été traduit, ce sont les menus, les rubriques, tous les libellés des champs et des filtres de recherche, les pages statiques, donc les pages habitées plus informatives, et les vocabulaires contrôlés, les rôles des personnes, par exemple, les types de documents, tout cela a été traduit. Ensuite, il a fallu faire un travail d'harmonisation et de rapprochement, notamment pour les filtres de recherche. Donc ça, c'est les critères que je vais vous montrer tout à l'heure. Enfin, j'ai une courte démo. Il a fallu rapprocher les autorités personnes physiques. Donc là, ce n'était pas les traduire, mais les réconcilier pour être sûr que nous parlions bien de la même personne. Et donc, il a fallu faire ces rapprochements de manière automatisée. Donc là, encore une fois, il a fallu s'appuyer sur des référentiels. Donc, je vous ai mis le lien. C'est très bien expliqué sur le site IRP Museum World. Et PMA s'est beaucoup appuyé sur des référentiels, notamment celui du Getty, et sur différents identifiants, pour qu'on puisse optimiser la recherche sur les personnes. Donc, il y a eu des traductions et des harmonisations et des rapprochements, mais le contenu des notices elles-mêmes n'est pas traduit. Donc, les résumés, les descriptions détaillées, les titres même ne sont pas traduits. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on fait une recherche. C'est-à-dire qu'il faut chercher en anglais, il faut chercher aussi en français, et il faut savoir traduire certaines informations, ou c'est des traducteurs automatiques, mais seulement les libellés sont traduits, pas les contenus des métadonnées. Donc voilà un exemple d'interface traduite. Donc vous voyez que le menu est proposé à la fois en anglais, c'est la capture d'écran en haut, et en français. Et vous voyez donc qu'on s'est mis d'accord sur une traduction des critères de recherche.
En termes de structuration des données, donc je vous avais dit que pour les archives, il avait été retenu le principe de respecter toujours le contexte de classement. Donc, c'est ce que vous voyez quand vous êtes dans la section documents. Vous avez un onglet qui vous propose de visualiser les documents, les résultats, je vais vous les montrer juste après. Et vous avez aussi un onglet qui vous propose de visualiser les mêmes résultats, mais dans la collection ou le fonds duquel ils font partie. Et en partie droite, dans quelle institution sont gardées ces archives. Donc en tout, il y a 23 instruments de recherche sur le portail. Instrument de recherche, c'est un mot un peu barbare pour dire que c'est l'agrégation des notices en fait arborescentes qui reflètent le classement d'un fonds ou d'une collection. Donc, il y a 9 instruments de recherche du musée de Philadelphie. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a 9 fonds ou collections au musée de Philadelphie. Il y en a une à l'association Marcel Duchamp, c'est celle que vous voyez, bien sûr, ce sont les archives Marcel Duchamp. Et au Centre Pompidou, c'est 13 collections, même 14, je me suis rendu compte qu'il en manquait une, il faut qu'on la remette. Donc 14, oui, il y en a plus, mais non, certaines, c'est un versement très partiel. Donc, en termes de traitement archivistique, j'ai pris l'exemple du fonds de famille Duchamp, puisque c'est à la fois celui qui a la plus importante volumétrie de versement pour le Centre Pompidou. C'est aussi sûrement le fonds qui a demandé le plus de travail de reprise de traitement archivistique, puisque c'était en fait pour nous des fonds qui avaient été hyper éclatés. À la fois, leur provenance n'était plus très identifiée entre les deux frères, Jacques Villon, Raymond Duchamp-Villon. Le fonds Suzanne Duchamp avait été intégré, il me semble, dans le fonds Raymond Duchamp-Villon, donc invisibilisé. Il avait été éclaté en termes de support aussi, les archives écrites avaient été séparées des photos. Donc, il y a eu un gros travail de restructuration, de reclassement et intellectuel, mais aussi physique, de finalement représenter ces ensembles sous forme de 3 sous-fonds, avec une répartition finalement assez homogène d'ailleurs entre archives photographiques et archives écrites, et puis vraiment une reprise de la description pièce à pièce, de recotation, de redescription, de réidentification et de numérisation. Un autre exemple en fait, de reprise de traitement intéressant, c'est le fonds Constantin Brancusi. Donc, on avait déjà commencé une reprise d'inventaire avant le portail Duchamp, mais ça nous a permis d'aller beaucoup plus loin dans la description, puisqu'on a vraiment entrepris d'écrire la correspondance personnelle de Duchamp à Brancusi pièce à pièce et de transcrire toutes ces correspondances. On a fait de même pour la correspondance avec les proches de Duchamp. Et on a mieux décrit les dossiers dans lesquels Duchamp avait collaboré, notamment les dossiers d'exposition de Brancusi. Et à cela se sont rajoutés, mais non pas dans le traitement archivistique de la bibliothèque Kandinsky, mais sur le portail, le versement donc, des archives photos de Brancusi, Brancusi prenant en photo Marcel Duchamp. Et donc, on assiste là à une reconstitution du fonds qui est finalement séparé au Centre Pompidou, puisque les archives photographiques de Brancusi ne sont pas à la bibliothèque Kandinsky. Et finalement, cette reconstitution se fait de manière virtuelle sur le portail Duchamp. Là, je vous ai mis un exemple d'affichage d'une notice d'archives. On a donc la numérisation, bien sûr, le cartouche qui présente l'intitulé, la date et la cote. Et puis, ce qui est intéressant, c'est la partie basse, en fait, où on voit à propos de cet objet, et donc cette restitution du cadre du plan de classement, où l'objet est décrit, mais dans son contexte de classement, avec les libellés qui apparaissent en rouge, sont des libellés cliquables. Donc, vous pouvez aussi naviguer dans le plan de classement et retomber sur d'autres résultats en cliquant sur le niveau plus haut. Donc maintenant, je peux vous montrer rapidement comment ça se passe sur le portail. Donc là, voilà, il y a toujours ce message d'accueil qui précise en fait quelles sont les conditions d'utilisation, notamment des images, de la réutilisation des données, qui est traduit dans les 2 langues. Vous l'avez une fois, quand vous acceptez les conditions, vous n'irez plus. Voilà. Donc, en termes de recherche, c'est très simple. J'attends juste que toutes les images se chargent. Parce que là, je ne les vois pas apparaître. C'est ça.
Donc, je vais utiliser Chrome, j'ai l'impression que c'est une vieille version du vieux navigateur. C'est lancé. Voilà, là on a les images. Ouais. Alors, il y a dès la page d'accueil en fait un choix qui a été fait de mettre de manière complètement aléatoire une suggestion d'archives. Donc, on peut tout à fait cliquer sur une image et atterrir directement sur sa notice et on peut rafraîchir. Et à l'infini, voilà. Il y a vraiment un côté recherche au hasard pour rentrer directement dans le portail. Ceux qui n'auraient pas faire une recherche tout de suite. Hop, le champ de recherche est là. Donc, la barre de recherche est là. C'est une recherche simple qui permet de chercher n'importe quel terme. Il n'y a pas de formulaire de recherche avancé. Ça aussi, c'était un choix. Est-ce que vous êtes sur le bon écran, Sonia? Non. OK. Je vois. Excusez-moi. Là, maintenant, je suis, je pense. Oui. Désolée. Pour ceux qui allaient rater la première introduction, donc, la page d'accueil propose de manière aléatoire des résultats de recherche, en fait. Donc, ce sont la plupart du temps des archives ou des œuvres. Vous cliquez directement sur l'image et vous pouvez entrer directement sur une notice. Vous pouvez rafraîchir cette page aléatoire de manière assez complètement illimitée. Vous pouvez aussi faire une recherche simple dans le champ de recherche simple, car il n'y a pas de formulaire de recherche avancé. Tout se passe sur la recherche simple. Je cherche au hasard en une personne rencontrée. Et je suis, le portail me ramène un nombre de résultats que vous voyez qui sont systématiquement ces résultats présentés sous la forme de cartes avec des vignettes, avec images. Ah oui, alors je ne vous ai pas donné la volumétrie, mais on est sur plus de 18 000 items avec images, donc on est sur du presque 99% d'items avec numérisation associée. Et ce qui va beaucoup jouer ensuite, ce sont les filtres qui peuvent permettre de resserrer la recherche. Donc les filtres sont, alors ils ont appelé ça de collection, mais ce sont les deux grandes sections, deux grandes catégories dont je vous ai parlé, donc documents ou collection muséale. On peut filtrer par contributeur. Donc la V4, en fait, bibliothèque en ligne qui est sans Pompidou ne faut aucun. Mais selon les types, la section, vous n'en avez qu'un ou vous en avez deux, là, comme on n'a pas encore sectionné par section, on voit séparer. Vous pouvez filtrer par date, donc soit par décennie, soit par intervalle de date plus précise. Et enfin, et ça c'est vraiment tout l'intérêt du portail, de pouvoir filtrer par personne physique. Et avec ou sans image, mais comme je vous l'ai dit, il y a vraiment 99% de notices avec image. Là, ce sont les filtres de recherche simples. Il reste 9 minutes pour les questions. Mais je finirai, franchement, je n'ai pas pour très longtemps pour la démo de recherche. Et ensuite, on prend les questions. Donc là, j'ai fait une recherche à Brancusi. Je vois donc des résultats. J'ouvre un résultat collection du musée. Donc, on est pourtant sur une photo d'archive, mais il est présenté donc dans un format d'affichage qui va reprendre les données d'œuvre. Donc, j'ai la notice un petit peu plus détaillée. Ce que je vais vous montrer, c'est ça, c'est cet onglet en relation qui permet de rebondir sur d'autres items dans le portail par des relations qui ont été faites dans le back-office derrière, dans le modèle de données. Donc, des rebonds qui sont proposés par date, par période, par autre type d'œuvre. Donc là, je pense qu'on repose sur le champ technique. Ou par vraiment des documents qui seraient de la même année. Donc là, on est sur une œuvre et on nous propose des documents, ou sur des œuvres qui seraient de la même année. De la même manière, si j'ouvre une notice d'archive, donc j'ai toujours la numérisation, les informations principales, des informations plus spécifiques, le rappel du contexte de classement, et dans l'onglet en relation, j'ai d'autres rebonds qui me sont proposés par période, les autres documents de la même année, les autres œuvres de la même année.
pense que je peux m'arrêter là pour la démo de recherche. Une arrestation très D'accord. Après, si j'en ai, je crois que j'en vois quelques-unes, je retourne et je vous remercie pour cette, désolé encore pour ces conditions qui n'étaient pas optimales au développement de vos propos. Alors, nous avons des questions de Thierry. Est-ce que d'autres partenaires sont envisagés pour participer au portail? Vous avez parlé de Rouen tout à l'heure. Oui, alors Rouen en France et après le Centre Pompidou, la principale collection championne, familiale même. Donc au-delà de Rouen, on pense aussi à l'atelier André Breton. Et aux États-Unis, il y aurait Yale University, le MoMA. En fait, le portail, donc, vous l'avez compris, est agrégatif. Et l'idée, c'est que d'autres collections soient implémentées sur le portail. Les États-Unis, les institutions américaines sont peut-être un peu plus avancées en termes de numérisation. Par exemple, à Rouen, je pense que les documents ne sont pas encore numérisés, donc peut-être que le timing, le calendrier sera un petit peu plus lent. Mais oui, bien sûr, donc il y aura d'autres contributeurs partout où se trouvent les archives Marcel Duchamp. Alors, il n'y a vraiment aucune restriction. Enfin, il ne s'agit pas d'aller. Alors, si, il y a une restriction, effectivement, qui est d'ordre commercial. C'est-à-dire que le portail, je l'ai dit, n'est pas un forum ni une agora pour les chercheurs, les amateurs, mais ce n'est pas non plus une vitrine. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des collections, des œuvres et des archives très intéressantes tenues par des galeries. Malheureusement, ces items étant en vente, on ne peut pas les mettre sur le portail car ce serait faire de la publicité pour les établissements privés et commerciaux surtout. Ouais, commerciaux surtout. Parce que l'association est une institution privée, donc le caractère privé ne pose aucun problème. Philadelphie, même en quelque sorte, vérifier, mais il me semble que c'est une institution privée, même s'il y a des fonds municipaux. Public, mais donc oui, le caractère privé ne pose aucun problème, c'est le caractère commercial. Alors, il y a une autre question, pourquoi ce choix d'un portail d'archives par œuvre, archive-œuvre, et pas un catalogue raisonné? C'est un catalogue raisonné en ligne, je suppose que la personne. Alors, c'est un autre projet en fait qui est en cours et qui est en cours, qu'on a envisagé pour le moment. Rien n'est fait. Donc, ce sera évidemment un catalogue en ligne et qui sera mis en lien avec le portail. Mais pour le moment, rien n'est fait et c'est vrai qu'il est difficile d'en parler. Alors, une dernière question. À la vue du filtre personnes et organisations, il y a plusieurs grands fusils. Est-ce que la réconciliation n'a pas été totale? Oui, je viens de découvrir ça aussi. À ma connaissance, elle l'était. Là, il faudrait vraiment, voilà, c'est là où j'ai une limite. Il faut demander aux prestataires qui continuent de suivre ça s'il y a eu un oubli, un bug, je sais pas. Je vois qu'effectivement, il apparaît aussi avec Constantin Brancusi sans virgule. Normalement, oui, ça aurait dû être. Il y a aussi deux types d'écrits dans un des premiers filtres. Moi, ça arrive fréquemment, ça fait partie des maintenances de base. Donc, vous êtes toujours accompagné par le même prestataire? Oui. C'est vrai que c'est considérable. Ça va considérablement simplifier les échanges. Et une autre question de Chloé, et je vais dire c'est compliment. Merci pour votre présentation et cet impressionnant travail. Le sentiment que je partage, c'est un travail vraiment considérable. Je me demandais par hasard si les développements complémentaires étaient prévus pour le portail. Je pense par exemple à la mise à disposition des données par API pour faire du requêtage.
je ne pourrais pas, je ne sais pas si ça c'est prévu. Je sais que l'idée est vraiment d'ouvrir les données. Je sais que il y a déjà une possibilité de télécharger, vous l'avez sûrement déjà vu, les notices en format JSON, notice par notice. Je pense que la réponse est sur le site d'IRP Museum Growth. Et Mathieu a aussi dit que les données étaient disponibles sur un répertoire GitHub. Après, développement d'une API, probablement. Design pour contexte doit le savoir et les défis de le savoir. Bon, eh bien, ça nous permettrait de continuer à suivre vos activités. Et un parfait timing pour conclure. Je ne sais même plus sur quel écran de caméra nous sommes. Mais là, je suis un peu perdue dans tous ces ordinateurs. Donc, merci pour votre intervention dans des conditions pas faciles. Mathieu nous a quittés, donc je ne peux pas le remercier à nouveau de cette levée au milieu de la nuit pour nous. Merci à tous d'avoir suivi cette séance. Et la prochaine séance du séminaire aura lieu le lundi 12 juin 2023 à 13h30. Nous accueillerons Pierre-Yves Buard du pôle numérique de la NRSH de Caen. Il nous parlera de Max, un moteur d'affichage XML. Merci encore à vous. Merci. Bravo. Merci.